Comment avoir une voix charismatique? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss comme toi à devenir des véritables femmes stylées et charismatiques au travers de l'image. Car yes, l'image est un outil stratégique qui te permet de montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur. Et si tu arrives à maîtriser ton image, si tu arrives à révéler au monde ton authenticité, c'est là où tu vas attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta vie. Si tu es nouvelle, bienvenue. Tu peux télécharger comme petit cadeau de bienvenue dans la barre d'infos un PDF gratuit contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et si ça fait un bout de temps que tu me suis et tu te sens prête à passer au niveau supérieur, à te faire accompagner parce que peut-être tu as essayé d'autres formations en e-learning, tu as essayé de travailler à distance, tu as lu beaucoup sur internet, mais tu n'arrives pas vraiment à révéler ta féminité parce que tu as toujours peur de manquer de confiance en toi. Peut-être tu manques d'estime de toi, tu as peur du jugement des autres. Il est temps peut-être de te faire aider par une coach et c'est pour ça que j'ai pour toi aujourd'hui un autre cadeau. Je t'offre 30 minutes de coaching gratuit avec moi. Si tu veux être éligible, tu n'as plus qu'à remplir le questionnaire dont tu trouveras les liens en barre d'infos et je t'appellerai. Aussi, suis-moi sur Instagram et bien sûr, abonne-toi à cette chaîne de Girl Boss, partage-la avec d'autres Girl Boss que tu connais qui ne me connaîtraient pas encore et qui auraient envie d'en apprendre plus sur la féminité. Alors, rentrons dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Comment avoir une voix charismatique? Alors, tu te sens peut-être transparente. Est-ce que ça t'arrive déjà d'avoir l'impression que quand tu parles, il y a personne qui t'écoute? Je sais pas, en réunion au travail, tu l'ouvres, tu as l'impression qu'il y a toujours la collègue ou le collègue qui va gagner par rapport à toi et que presque ce que tu dis, tout le monde semble voilà, pour le dire de façon très classe. Donc, est-ce que tu as vraiment cette impression? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et tu as envie de t'affirmer, que ce soit dans le monde professionnel, mais aussi dans tes relations personnelles, mais tu ne sais absolument pas comment faire, comment t'y prendre. Moi, en arrivant en France, je peux te dire que j'avais l'impression d'être transparente. Je sais pas si c'est parce que parfois je prenais un bout de temps avant de parler, parce que je n'osais pas l'ouvrir, parce que j'étais pas sûre de moi, mais en tout cas, j'avais l'impression que quand je parlais, personne n'était là pour pouvoir m'écouter. Alors, la bonne nouvelle, c'est que on peut travailler l'utilisation de la voix pour qu'elle soit plus portante, pour qu'elle puisse contribuer à affirmer ton caractère et ta présence, ton charisme. Ce n'est pas du tout quelque chose avec lequel on est ou on n'est pas, c'est quelque chose qui se travaille. Et donc, si tu es là aujourd'hui, reste jusqu'au bout parce que je vais te donner des techniques pour que tu puisses justement les implémenter et utiliser ta voix comme outil stratégique et même ce qui va avec ton image parce que ça fait partir, ciao! Non, ça fait partie de ton verbal, ce qui accompagne ta carrure, ta posture. Du coup, comment donner envie en utilisant bien la voix de se faire écouter? Regardez ça. Si je te dis, il m'est arrivé un truc exceptionnel, mais franchement, je ne sais pas d'où ça vient. Franchement, mais oh là là, il y avait dans le métro, et puis après il y avait du monde, et puis après le métro s'est arrêté, comme ça. Qu'est-ce que tu vas avoir comme réaction? Tu vas dire, ouh là là, elle me donne déjà mal à la tête celle-là. Ensuite, on zappe. Si je te dis la même phrase, je vais te raconter une histoire exceptionnelle. L'autre jour, j'ai pris le métro et d'un coup, le métro s'est arrêté. Mais d'un coup. Et alors, à ce moment-là, les portes sont ouvertes alors que normalement, on n'ouvrait pas les portes. Je pourrais continuer à raconter des bêtises, mais ce que je veux vous démontrer, c'est que entre la première phrase et la deuxième, pourtant j'ai raconté la même chose, vous aurez sûrement eu plus envie d'écouter la deuxième phrase que la première. Parce que dans la première, je vous transmettais du stress et de l'excitation, mais dans le mauvais sens du terme, et ça donne pas envie d'écouter quelqu'un qui fait
super excité, overexcité. Donc vous voyez l'intonation de la voix et aussi on verra toutes les techniques, on en verra 5, donc restez jusqu'au bout, vont vous aider justement à porter votre message de façon à donner envie à votre interlocuteur d'en savoir plus et surtout à vous écouter jusqu'au bout. La première astuce, le premier conseil que je peux vous donner pour que les gens vous écoutent jusqu'au bout, c'est de croire en ce que vous dites. C'est ultra important d'être convaincu que ce qu'on dit a de la valeur. Si tu dis quelque chose et en même temps ton cerveau est en train de penser que peut-être tu te trompes, que tu n'es pas assez, qu'en fait c'est une bêtise de dire ça, ça va se voir dans le ton de voix que tu vas utiliser. Donc toujours croire en ce que tu dis. Et à ce propos, j'ai interviewé un avocat, je vous mettrai ses coordonnées dans la barre d'infos si ça vous intéresse, qui m'a justement dit que la meilleure façon pour plaider, c'était celle de croire dans sa plaidoirie. Donc il n'arrivait pas à plaider, il n'arrivait pas à être convaincant vis-à-vis du jury et du juge s'il ne croyait pas dans ce qu'il était en train de pouvoir affirmer pour défendre son client. La deuxième astuce pour réussir à imposer sa voix, c'est de savoir doser le volume. Il y a parfois, en fonction de l'interlocuteur, des moments où vous aurez besoin de lever un peu le ton de voix pour attirer l'attention. Et il y aura d'autres occasions où si vous levez le ton de voix, ça va presque gêner et les gens vont se sentir agressés. Je vais vous faire un exemple. Si je suis, vous savez, je suis aussi enseignante de influence marketing. Si je suis dans un amphithéâtre avec un gros auditoire et la réunion n'a pas encore commencé, pour attirer l'attention, je vais dire « Les gars, je parle !» Et là, tout le monde va me regarder. Par contre, si je suis en réunion et je lève la voix comme ça, en réunion de travail avec 5-6 personnes, ils vont me dire, mais celle-là, elle est dingos. Et pareil, si vous parlez comme ça en réunion, vous prenez la parole, mais vous parlez tout comme ça, vous regardez vers le bas, les gens vont dire, mais celle-là, elle croit pas du tout en ce qu'elle dit, elle a honte de ce qu'elle dit, elle baisse les yeux et surtout, elle a une toute petite voix. Et quand on a une toute petite voix, on donne l'impression que ce qu'on dit est comme notre voix, tout petit. Donc, privé de toute son importance. Donc, savoir utiliser sa voix, c'est aussi lui donner la possibilité d'avoir le bon volume qui soit bien sûr adapté à l'interlocuteur en face et comme je dis tout le temps, même pour les vêtements, à la situation dans laquelle on vit, dans la situation qu'on affronte. Alors, le troisième point, c'est d'apprendre à articuler. Parfois, on ne se rend pas compte de l'importance d'énoncer un message clair en articulant nos mots. C'est vrai que dans le langage courant, on a plutôt tendance à accélérer et à bouffer une partie des mots, voire à carrément les couper. Mais quand on veut convaincre, il faut qu'on pèse chacun des mots qu'on dit et qu'on laisse aussi le temps à la personne en face d'appréhender la signification du mot qu'on est en train d'énoncer. Et si on n'énonce pas notre mot de façon claire, si on ne le prononce pas parfaitement, alors moi je suis le mauvais exemple parce que forcément parfois j'écorche les termes, parfois j'ai dit un terme pour un autre, mais c'est vrai que j'ai quand même tendance à vouloir articuler, peut-être justement car je sais que j'ai des défauts de langage dus à mon accent italien, j'ai d'autant plus à accentuer les sons en français. Pour cela, que le français soit votre première langue ou pas, vous pouvez utiliser l'astuce des vire-langues ou fourche-langues. C'est quoi? C'est des phrases que vous devez prononcer à une certaine vitesse, difficiles à prononcer, dans lesquelles vous allez sûrement au départ vous planter, mais qui vont aider votre langue à passer rapidement d'un mot à un autre, tout en faisant de façon à que vous puissiez bien le prononcer. Je vais vous donner quelques exemples. Vous allez rigoler, vous allez vous foutre de moi. Alors ça peut être, je vais le lire parce que c'est des phrases assez longues, je vais le lire parce que c'est trop long pour le mémoriser, je le connais pas. Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait demanda un jour à un tapissier qui tapissait, vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse? Je sais pas si vous avez tout compris. Ou sinon, elle est partie avec tonton, tontaine et tonton. Voilà, ça on dirait un truc des Italiens qui se foutent des Français parce qu'on dirait que tous les mots ont le même sens.
Mais bref, il y a plein de vire-langues comme ça. Si vous tapez vire-langue ou fourche-langue sur internet, vous pouvez en trouver plein, comme les chaussettes de voilà, j'arrive pas à le dire. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-ils sèches ou archi-sèches, un truc comme ça. Et si vous vous entraînez, vous arriverez à mieux prononcer les mots de façon à les énoncer toujours d'une façon très claire. Le quatrième point très important pour pouvoir convaincre, pour pouvoir donné envie aux autres de vous écouter, c'est d'avoir une conversation qui soit rythmée. Rythmé, ça veut dire qu'il faut absolument éviter que ce soit monotone. Vous savez, parfois, vous avez des vidéos YouTube où il y a une espèce de voix mécanique qui lit un texte. Et du coup, c'est comme ça et on dirait que tout ce qu'on dit, ça a le même ton et on ne comprend pas la signification parce que de toute façon, tout a le même ton et c'est hyper chiant et on a envie de raccrocher. Vous voyez, si on parle sur ce ton-là, on dirait que déjà tout ce qu'on dit a la même importance, alors que dans un discours, même dans une plaidoirie, moi je fais toujours référence aux avocats, il y a des moments où il faut mettre de l'emphase, il faut emphatiser ce qu'on dit pour attirer l'attention des personnes. Et donc l'idée c'est de dire messieurs et mesdames, pam, vous posez le truc. Après, ça c'est court, hein, mais vous pouvez dire n'importe quoi. Mais l'essentiel, ou sinon vous voulez dire, si je reprends l'exemple tout débile du métro de tout à l'heure, je peux dire, et donc j'ai pris le métro, et d'un coup, les portes se sont ouvertes. Et là, vous voyez, je souligne, les portes se sont ouvertes. Je vais pas faire, et je vais dire, et du coup les portes se sont ouvertes. Vous voyez, je mets du rythme et je mets de l'emphase sur les mots. On dit emphase ou emphasis? Emphase, emphasie. Bon bref, en italien c'est emphasie. Sur les mots que je veux. Ça vient du grec de toute façon. Et après, cinquième point, qui n'est pas des moindres, c'est l'art du silence. Parfois, la meilleure façon pour attirer à vous l'attention des gens, c'est de vous taire. On a très peur parce que dans la nature, dès qu'il y a un vide, on a envie de le remplir. Et on a l'impression que quand on parle avec un autre interlocuteur, notamment si vous êtes commercial, si vous êtes dans la vente, donc dans une situation où vous avez envie de convaincre, vous avez envie que si vous laissez des trous dans votre conversation, ça va être signe de faiblesse. Au contraire, les silences sont les pauses qui vont permettre à votre interlocuteur de comprendre ce que vous dites. Si vous allez comme un train, vous ne lui laissez pas le temps d'immagasiner on dit, de comprendre, d'acquérir ce que vous venez de dire. Et en plus, avec les silences placés au bon moment, vous allez attirer l'attention de votre interlocuteur. La technique des silences, c'est quelque chose que j'utilise souvent en cours, notamment quand il y a un gros auditoire, comme je vous disais tout à l'heure, dans une salle, dans un amphithéâtre. Parce que parfois, vous savez, les élèves, ils parlent à droite à gauche, mais ça peut vous arriver quand vous parlez à une audience très importante. Ça m'est déjà arrivé dans le travail, quand il y avait plus de 50 personnes, parfois, les gens se distraient et ils commencent à parler entre eux, et vous voyez que l'auditoire n'est plus attentif. À ce moment-là, il n'y a rien de mieux que de vous taire. Si vous ne m'entendez pas parler, d'un coup, ça va attirer votre attention. Et vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous pouvez recommencer à parler avec toute l'attention de votre auditoire. Plutôt que gueuler en cours quand les élèves ne m'écoutent pas, je me tais. Et au bout de quelques secondes, les gens qui étaient habitués à mon son de voix s'aperçoivent que j'ai stoppé. Et ils vont se demander pourquoi. Du coup, ils vont me réécouter. Et là, je peux recommencer à parler. Donc, l'art des silences, c'est quelque chose qui était utilisé dans la rhétorique. C'est aussi quelque chose qui est utilisé par les avocats, dont l'avocat dont vous trouverez les liens en barre d'impression m'a parlé. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de vous transmettre parce que quand on sait utiliser à bon escient les silences, on devient les reines de la conversation. Et ça marche aussi dans les relations de couple. Si votre mari ne vous écoute pas, vous vous taisez, vous le regardez. Même à un premier date, ça marche super bien. Vous baissez les yeux, vous vous taisez et vous le regardez à nouveau. Ça fonctionne. Suivez mon conseil. Et la sixième chose ultra importante pour faire mouche dans le cœur de votre auditoire, pour qu'il vous écoute, pour qu'il vous admire, pour qu'il reconnaisse que vous êtes une femme charismatique,
c'est d'avoir des références culturelles. D'ailleurs, vous voyez, quand il y a des concours d'éloquence, moi parfois je regarde les concours de Marc Bonan, c'est un avocat de Suisse, vous verrez, c'est l'ancien bâtonnier de Genève, vous verrez que dans ces concours, en fait même quand il parle, quand il donne des conférences, c'est truffé, ouais, truffé on dit, ouais, de références culturelles. Bon, après lui il adore faire des références à la Grèce antique, mais vous pouviez aussi avoir plein de références bibliques, aussi coraniques si vous voulez, ça dépend avec qui vous parlez en fait, vous voyez, de la Torah, bref, si vous parlez dans un milieu religieux, vous savez que les autres vont comprendre. Mais vous savez qu'en Italie, tout le monde parle avec des métaphores issues de l'évangile, même si on n'est pas croyant, parce que tout le monde plus ou moins a une éducation religieuse, donc c'est vraiment dans les mœurs. En France, beaucoup moins, on n'ose pas trop faire des références religieuses, sauf si on parle dans un milieu religieux. Mais en tout cas, c'est toujours de la culture, hein. Je veux dire, pour moi, tout le monde, même si on est athée, devrait avoir des références religieuses, parce que c'est important, mais après, chacun son truc. Autrement, vous pouvez bien sûr vous référer au monde grec, au monde latin, ou même aussi à des auteurs, à Zola, à Molière. Vous pouvez faire des citations issues de la littérature française qui est très riche, et de cette façon vous allez étayer vos propos de façon à qu'ils soient davantage compris, et aussi de façon à montrer que vous n'êtes pas une femme n'importe laquelle, vous êtes cultivée, vous en savez un bras, et éventuellement si les gens n'ont pas compris votre phrase, à la limite ils auront compris que vous avez fait une citation même sans vraiment en comprendre le sens. Mais ça n'empêche que vous marquerez un point. Donc moi, je vous conseille toujours d'aller insérer, bien sûr avec parcimonie. L'idée, c'est pas non plus de faire comme si vous étiez un livre, quoi. Mais aller insérer quelques citations pour étayer vos propos, pour expliquer. Souvent, ça peut aussi, bon, moi je sais que dans ma culture, on utilise aussi des mythes. On peut parler, par exemple, on peut dire, oh là là, là, t'as découvert le vase de Pandore. Mais après, faut-il encore que votre interlocuteur sache ce que c'est le vase de Pandore. Ça fait référence à la mythologie grecque et à Pandore, et bref, je vais pas vous raconter ici l'histoire. Mais si vous êtes intéressé par la Grèce ancienne et comment utiliser la mythologie grecque pour étayer vos propos de girl boss, pour être davantage charismatique, dites-le moi et je vous ferai une vidéo là-dessus. Aussi, faites attention, en plus des références, au dernier point, c'est quels sont vos tics de langage. Par exemple, moi je me suis rendu compte que je disais tout le temps « et du coup ». Et du coup, et du coup. Du coup, c'est un tic de langage. Qu'est-ce que c'est un tic de langage? C'est des petites expressions qu'on va mettre dans notre discours de façon très répétée sans qu'on se rende compte qu'on est en train de les utiliser et qui permettent à notre cerveau d'aller chercher la pensée et les mots justes qu'on veut mettre juste à la suite. Quand on a besoin nous-mêmes de faire une pause, plutôt que de se taire, notre cerveau va meubler en automatique avec des petits mots dont on se rend même pas compte qu'on est en train de prononcer, et sur la longue, ça peut être ennuyant pour l'interlocuteur d'en face qui, lui, va se faire un malin plaisir à remarquer qu'on utilise de façon ininterrompue toujours le même mot. Et ça peut être et du coup, et ça peut être bon, après dans le langage un peu plus, ça peut être grave, ça peut être je t'ai grave dit ça, c'est voilà, des interjections. Après il y en a qui disent putain, hein. Bon, excusez-moi du mot, mais ça dépend vraiment de à qui on a affaire, de quels sont vos tics de langage, mais faites-y attention. Et pour vous en apercevoir, vous pouvez aussi vous enregistrer. C'est pas obligé de vous enregistrer avec la caméra, vous pouvez juste avec votre enregistreur de téléphone et vous réécouter, notamment si vous préparez une conférence, et dès que vous répétez ce petit mot, que vous répétez sans vraiment faire exprès, vous allez petit à petit vous rendre compte, le réutiliser. Moi, je sais que par exemple, j'utilisais une expression qui est en gros. Et en gros, quand on parle à un interlocuteur qui veut de la précision, qu'on est en train d'expliquer quelque chose de très technique, c'est pas bon. Parce qu'en gros, ça veut dire que vous le faites un peu au pifomètre, alors que vous êtes en train d'expliquer quelque chose de très détaillé. Et donc, c'est en fonction de qui vous avez en face, bien sûr, mais ça peut aussi aller à l'encontre du message global que vous voulez communiquer. Donc, faire vraiment très attention aux tics de langage et essayer de les corriger en vous enregistrant et en vous réécoutant. Et petit à petit, votre cerveau va prendre l'habitude de les repérer. Et dès que vous les avez repérés, vous savez, c'est comme un développement personnel, dès que vous en avez conscience, c'est là où vous pouvez commencer la transformation. Tant que vous n'en avez pas conscience, vous n'arriverez pas à changer les choses.
En tout cas, j'espère que cette vidéo sur comment poser la voix, comment utiliser la voix aussi comme une arme de rhétorique ou d'éloquence pour affirmer vos propos et pour avoir davantage de charisme, pour affirmer votre féminité aussi par un langage plus élevé, ça peut vous avoir été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je continue. Si cette thématique vous intéresse aussi, marquez-le dans les commentaires. Dites-moi aussi dans les commentaires quel est votre tic de langage pour voir si on a à peu près les mêmes. Et aussi, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à Instagram, appuyez sur la cloche et partagez cette vidéo qui pourrait sûrement être utile à des copines à vous. Je vous dis ciao et à la prochaine.